ce sont les noyaux des comètes. Et donc là, il y en a des millions de ces comètes. Et donc ça fait ce qu'on appelle la sphère d'Oort. Et tout ça centré sur l'étoile Soleil. L'étoile Soleil, bon, il a donc regardé la Lune, il a regardé Vénus et ses phases, il a regardé les découvertes des satellites de Jupiter, même il y en a 65, là c'était le 4. Et puis, il s'est intéressé aussi au Soleil. Et là, le Soleil, étoile, planète, on ne connaissait pas bien la différence en ce temps-là, mais on savait que ce n'était pas le même genre de corps, sauf les gens qui fermaient les yeux. Mais les gens un peu sérieux savaient, pensaient et reconnaissaient que ce sont des corps différents, l'un étant beaucoup plus grand que l'autre. Les planètes sont plus petites que le Soleil, qui est donc plutôt étoile. Alors il avait remarqué que le Soleil, il est taché régulièrement. Et ça aussi, il faut le faire. Parce que nous-mêmes, si on ne le disait pas, je ne suis pas sûre qu'on saurait par nous-mêmes que le Soleil a des taches. Mais pourquoi? Parce qu'on ne l'observe pas. Puisque ça fait mal, on brûle les yeux. Et donc, il faut déjà s'armer de l'outil que les amateurs ont, de filtres, de choses qui protègent les yeux. Et donc, lui, il avait fait tout ça par curiosité. Et il avait vu qu'il y avait des taches sur le Soleil. Première chose. Mais en plus, il a utilisé, il n'a pas seulement regardé, ah, il y a des taches. Non, non, il a fait autre chose. Il a regardé ces taches, comment elles allaient, si elles étaient toujours au même endroit. Et donc, vous voyez, là, vous avez, c'est ses dessins, lui. Hein. Vous voyez, vous avez là un gros paquet. En fait, je crois que ça se passe. J'ai scanné le livre Sidereus Nuncius. Et donc, vous voyez, vous avez ce paquet-là qui est en train de descendre. Là, vous voyez, il descend de plus en plus. Encore le gros paquet, et encore là. Et donc c'était le 19, 20 et 21 août 1612. Il a donc fait, ça c'est ses dessins, lui. Bon, d'accord, qu'est-ce que vous en pensez là de ces dessins? Bon, lui, il les a fait, ce qui est déjà remarquable. Mais il les a interprétés. Il n'a pas dit que c'est les taches qui bougent, il a dit c'est le Soleil qui bouge. Et il a déterminé la période de rotation du Soleil. C'est incroyable, c'est fantastique. Vous voyez, là c'est le jour 0, le jour 1, là c'est pour ce gros paquet arrivé, voilà. Et donc c'est en fait tout ensemble, tourne, tous les petits points ils tournent, et comme ça dure à peu près un mois. Et actuellement, on fait ça évidemment avec beaucoup plus de soin encore, parce que ces tâches ont un rôle important. dont Galilée ne se doutait pas, il ne savait pas ce que c'était ces tâches. Et donc là je montre ce qu'il nous a permis donc de mieux connaître, et c'était une des premières étapes. Déjà la surface du Soleil, c'est comme de l'eau qui bout, hein. C'est une espèce de granulation qui bouge, parce qu'à l'intérieur les gaz montent, les gaz chauds montent, et puis éclatent, si on peut dire, et puis vous avez cette convection qui fait que cette granulation et cette effervescence, cette ébullition à la surface du Soleil. Ça, il n'avait pas vu. Et donc on voit bien les taches, et ces taches, vous voyez, avec à l'observatoire du Midi, et puis aussi avec certains satellites. Et donc on croit voir un trou, en fait ce n'est pas un trou, c'est une différence de température, c'est un peu un trou quand même. Ça veut dire que la surface visible donc, du Soleil, c'est à peu près 5800 degrés. Et puis on s'est rendu compte que le Soleil, dans cette grande surface, il y avait la matière donc, qui venait de l'intérieur et qui était pilotée et guidée par des lignes de force magnétique pour faire des grandes boucles. Vous avez déjà vu ça. Et donc là, vous voyez une partie, vous êtes en haut, et là, si vous aviez en 3D, vous verriez les jets qui sortent de là. Et comme la matière vient de l'intérieur, on se dirait même, hein, s'il fait plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur, oui, sauf que cette convection a refroidi la matière, parce que le tube de force, le tube donc magnétique a comme propriété de dilater la matière, et donc en montant, la convection le fait monter et elle est refroidie. Donc là vous avez 5800 degrés et là 4500. C'est ça, par contraste, si vous aviez votre appareil là-dessus, ça brillerait à 4500, c'est pas rien. Et donc
tout ça, on sait maintenant ce que c'est les taches, il serait ravi, Galilée, d'être là et de regarder ces images. Et donc, vous voyez, en fait, ça tourne. Et puis, grâce à l'observation des taches, on s'est rendu compte que ça tourne plus vite dans les régions de l'équateur solaire, et qu'en haut, il n'y avait absolument pas du tout de rotation. De toute façon, il y a des taches uniquement dans cette zone-là. Et donc, quand on fait tourner, en fait, ces lignes de force qui sont gelées dans la matière, et comme le Soleil, c'est un gaz, tourne plus vite à l'équateur, les lignes de force se déforment. Et donc, vous voyez, vous continuez le système, et peu à peu, ça s'enroule, ça se superpose, et donc ça vous explique qu'il y a une période dans ces tâches, et c'est une période de 11 ans, qu'on arrive à expliquer par ces modèles-là. Donc, et là, de nouveau, les moins les plus s'annulent, et finalement, vous avez de nouveau le point de départ au bout de 11 ans. Et donc là, vous voyez, ça, c'est si vous regardez la zone du Soleil où se trouvent les tâches. Ça, c'est l'équateur solaire. Et puis les tâches, elles ne sont jamais au-dessus. Vous voyez, elles ne sont jamais au-dessus parce qu'elles se trouvent là où vous avez l'intersection, vous voyez, entre la ligne de force qui sort et puis la surface pour que vous ayez donc ce tube qui sort. Et donc, ça, c'est important, c'est l'activité du Soleil et qui fait qu'on le voit de façon extraordinaire et impressionnante avec les jets fantastiques dans cette activité. Vous savez aussi qu'on était pendant quelque temps, il y a un mois, on était très inquiets, le Soleil n'avait plus de tâches, maintenant ça vient de nouveau, parce qu'il y a eu le minimum de manque d'air du temps de Louis XIV. Il y avait une petite glaciation. Alors évidemment, là on parle de la planète qui se réchauffe, là il y avait une glaciation qui nous menaçait. Alors évidemment, ça n'avait plus donné la Terre. Alors les gens attendaient vraiment avec beaucoup d'angoisse que les tâches réapparaissent et puis ça revient. Mais doucement. Et c'est un cycle qui est plus long que 11 ans. Ça veut dire qu'il est un peu déréglé, le Soleil. Mais bon, il l'a déjà été. C'est pas grave, parce que quand on regarde toute l'existence et tous les cycles, c'est jamais 11 ans. C'est 11 plus ou moins 2, de façon, et même parfois plus ou moins 3. Donc il ne faut pas s'affoler. En tous les cas, c'est quelque chose de spécial quand même. Et puis alors, si on regarde avec le Soleil de loin, alors rappelez-vous que donc, ça, c'est 1,5 million de kilomètres de diamètre du Soleil. Alors regardez la puissance de ces éjections, je le recommande parce que ça vaut vraiment la peine. Regardez, si vous regardez combien ça va loin, ça c'est le diamètre du Soleil, 1,4 million de kilomètres. Et ces éjections vont beaucoup plus loin. Et à la fin, vous voyez là, les petits points qui arrivent, et bien c'est les protons qui viennent de l'appareil qui mesure. Donc on voit à quelle vitesse, c'est en temps réel, on voit à quelle vitesse ça arrive sur l'instrument. Tous ces petits points, c'est des petits protons. Voilà, donc ce Soleil, dont Galilée a trouvé le premier, ou un des premiers Russiens pharmaciens qui avait en même temps Julius Reich, je ne sais pas comment il s'appelait exactement, qui avait aussi trouvé, ils n'étaient pas très d'accord. En tous les cas, c'était les premières fois qu'on a trouvé des traces de quelque chose, des taches sur le Soleil. Et là aussi, c'était mal vu, parce que le Soleil était un objet sacré. Et surtout, et ça c'était admis, une étoile était pure. C'était les étoiles pures dans le ciel. Eh bien, là, c'était plus ça du tout, il y avait des taches. Donc, ça aussi, ça s'est très mal passé. Tout simplement parce qu'il a dit ce qu'il avait vu. En tous les cas, pour nous, c'était le début d'une grande histoire du Soleil qu'on n'a pas fini d'explorer. Et puis nous arrivons à la dernière découverte. Parce que, en fait, Galilée, il était vraiment, rien ne l'arrêtait. Il a observé des choses proches, la Lune, et puis après Vénus, et puis Jupiter, le Soleil, bon, c'était déjà un peu plus loin, mais quand même c'était grand et c'était brillant. Mais il s'est dit, mais pourquoi je ne verrai pas plus loin encore? Alors, il a regardé la Voie lactée. Parce que cette Voie lactée aussi, on ne savait pas très bien ce que c'était. C'était, entre autres, c'était un guide pour les navigateurs, même pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est connu, c'était vraiment un guide. C'était une voie, un chemin plein de lumière, mais mystérieux. Alors,
il a regardé. Alors, il faut bien se dire une chose, parce que là, vous voyez d'un côté, dans les Alpes, la Voie lactée, et là, au Champ du Feu. Et Thierry Demange qui a pris cette magnifique image. Alors, il faut vous dire que du temps de Galilée, à Padoue, il y avait ce ciel-là. Il n'y avait pas de pollution. Et donc, il voyait des choses que nous, maintenant, on ne pourrait pas regarder. En tous les cas, il voyait la Voie lactée. Et là, je sais que si je vous demande qui a vu la Voie lactée, il y a beaucoup. Vous avez vu la Voie lactée? Qui est-ce qui l'a vu? Mais il faut aller en montagne. Et vous savez qu'il y a des conférences que je donne où il y a 200, 300 personnes, il y a 3 doigts qui se lèvent dans les villes. Et non, mais c'est grave, hein. C'est très très grave. Et donc c'est pour ça, moi je félicite tous ceux, il y en a beaucoup ici, qui luttent pour la protection du ciel nocturne. Et c'est très très important, pas seulement pour qu'on puisse, on ne veut pas dilapider l'énergie, ça c'est déjà une chose, mais aussi pour qu'on puisse regarder la beauté du ciel, parce que la Voie lactée c'est un spectacle sublime, hein, c'est un spectacle magnifique. Donc, Galilée, il voyait cette Voie lactée. Et il s'est dit, tiens, je vais regarder un peu partout ce que je vois. Alors là, j'ai collé des petits trucs pour faire semblant à ce qu'il pouvait voir. Donc, il a vu les différents endroits où il regardait, eh bien, parce qu'il avait dessiné des petits trucs comme ça. Eh bien, quel que soit l'endroit où il regardait, il voyait des étoiles. Et donc, il a dit, eh bien, la Voie lactée, ce n'est pas quelque chose de laiteux et d'uniforme, c'est des étoiles. Et alors, il a là acquis quelque chose d'incroyable, parce que bon, le soleil étoile, d'accord, le soleil étoile, il était prêt, et c'était le maître du manège. Mais alors, de se dire qu'il y avait d'autres étoiles, et donc on pouvait voir qu'elles étaient très très loin, parce que très très faibles. Et donc là aussi, c'était quelque chose de vraiment prodigieux. Et il a fait des dessins, vous voyez, tout ça, voilà comment il dessinait ce qu'il voyait. Voilà, il dit, en troisième lieu, nous avons observé la substance ou matière, vous voyez, substance ou matière de la Voie lactée, elle-même, à la lunette. Grâce à elle, les observations réalisées feront taire toutes les querelles qui ont torturé les philosophes pendant tant de siècles, et nous nous sommes libérés des discussions verbeuses. Car la galaxie n'est rien d'autre qu'un groupement innombrable d'étoiles réunies en un. Vous vous rendez compte? Il parle de galaxie. Alors, galaxie, ça ne voulait pas dire la même chose que pour nous. Parce que pour nous, la galaxie, c'est une grande famille d'étoiles à laquelle nous appartenons. C'est avec ce grand disque et son bulbe. Là, galaxie, ça voulait dire Voie lactée, en fait. Galax, c'était... et ça venait de lait, voilà, c'était le lait. Et donc, après, on a utilisé ce même mot de galaxie pour parler de la structure, justement, dans laquelle nous sommes portés et dont nous voyons depuis l'intérieur la projection sous forme de Voie lactée. Alors, ce qui est intéressant, en plus, il s'est pris à mesurer la dimension des étoiles. Alors, le Soleil, il connaissait le Soleil, il dit, bon, c'est un demi-degré de diamètre. Alors, c'est assez intéressant. Comment il faisait? Ça, c'est sorti de la revue L'Astronomie de l'Association de France, cette image. Donc, c'était la corde. Et il y avait des cordes plus ou moins épaisses, plus ou moins fines. Et il regardait à partir de quel moment l'étoile, sans sa chevelure, dit-il, parce que c'est la scintillation. La scintillation fait éclater artificiellement l'étoile à cause de la turbulence de l'atmosphère. Ça, il ne le savait pas. Il ne savait pas d'où venait la scintillation. Il appelait ça une chevelure. Comme des gaz qui s'échappent. Il ne savait pas. Peu importe, il disait le corps de l'étoile. Quand il disparaît derrière cette corde, et il prenait des cordons de différentes épaisseurs, eh bien, je peux déterminer sa taille. Et donc, il a ainsi écrit, actuellement, bah oui, Tycho Brahe, il avait dit, ce qu'on peut voir de mieux, c'est à 2 minutes d'arc. Parce que pour séparer 2 étoiles, si elles étaient plus proches que 2 minutes d'arc, on n'arrivait pas. Donc l'étoile, il disait, bon, c'est 2 minutes d'arc. Ah ben, lui, avec sa méthode, c'est pas plus de 5 secondes. Donc là, c'est une corde, c'est même pas une lunette. Mais il a eu cette idée, c'est fantastique. Et puis, il a interprété correctement à propos de la turbulence, sans savoir que c'était la turbulence. Après, il a pris la lunette.
Alors il a regardé en particulier la grande ours, et il a vu donc qu'une grosse, la plus brillante des étoiles, c'était précisément 3 secondes, avait-il mesuré, avec sa lunette cette fois-ci. Et la plus petite, 2 secondes. Alors des secondes d'arc. Alors je vous ai dit tout à l'heure, une minute ce que c'est, hein, c'est la 60e partie d'un degré. Ben, vous divisez chaque minute par 60 et ça vous donne une seconde d'arc. Ça veut dire c'est 1 degré, donc 1/90e d'un angle droit divisé par 3600. On n'a pas l'habitude d'utiliser. C'est que les astronomes en fait qui utilisent la seconde d'arc, parce que dans la vie courante, franchement, qu'est-ce qu'on en fait, hein? On n'en fait rien. Donc on ne s'en sert pas. Et lui, c'est vraiment des secondes d'arc qu'il manipule, hein, tout vraiment sans aucun effort. Et alors, il ne s'arrête pas là. Il avait aussi après, on le verra, il avait même calculé la distance des étoiles. Je vais vous montrer comment. Alors, entre-temps, je reviens un petit peu maintenant vers chez nous. Hein. Maintenant, nous, on connaît le diamètre des étoiles. Alors ça, c'est une image spéciale parce qu'elle a été prise par le télescope spatial. C'est pour ça qu'elle est comme ça. Vous voyez, les étoiles, c'est vraiment des petits points là. Et vous avez là, ça, c'est pas de la turbulence. Les observateurs qui sont parmi nous verront tout de suite que c'est le miroir secondaire. Vous savez que vous avez un premier miroir et un autre en haut qui est tenu par des barres, une croix. Et donc, quand une étoile est très brillante, elle éclaire la croix qui tient le petit miroir. Et donc, on voit la croix. D'ailleurs, c'est toujours dans le même sens, vous voyez. Donc, c'est vraiment un effet d'optique. Évidemment, parce que dans le télescope spatial, il n'y a pas de turbulence, puisqu'ils sont en dehors de l'air, évidemment. Et alors, vous voyez les couleurs. Alors, les étoiles ont des couleurs. Et ça, évidemment, Galilée ne l'a pas vu, parce que même nous, hein, on a du mal. On sait qu'il y a une étoile, Betelgeuse, qu'on peut voir rougeâtre. Si on le sait, hein, mais ça se trouve pas. Et donc, ça, en plus, donc, nous avons fait beaucoup de progrès, c'est évident, concernant les étoiles. Je ne vais pas m'attarder aux étoiles, mais je vais quand même vous montrer. Il a aussi regardé l'amas des Pléiades, regardez son petit dessin. Vous voyez, je l'ai tourné pour que ça corresponde. Vous voyez, là, vous avez ça, ça et ça ici. Là, vous le retrouvez ici. Vous voyez, vous avez ça, 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 là, et là. Et ces 2 étoiles, là, vous voyez, ces 3, elles sont là. Et puis même, vous regardez les 2 là, ils y sont. Donc, il avait vraiment un don d'observation et puis alors une finesse dans ses dessins. Comme la Lune, tout à l'heure, c'est magnifique, c'est des petits chefs-d'œuvre, la Lune qu'il a dessiné. Et bien là, voilà, les Pléiades. Alors, il n'a pas fait de commentaires, vous voyez, il n'a pas donné de grandes explications. Lui, il voulait simplement regarder, observer, noter pour la postérité et publier. Donc, il ne gardait pas ça pour lui. Et c'était aussi un excellent vulgarisateur. Parce que vous avez vu le petit extrait que j'ai lu, on rigole, enfin on sourit, parce qu'il a un petit humour tout le temps et c'est pas scolaire. Hein. Il était très apprécié comme prof de maths. Nous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de...